Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue à tous, ils sont là, ils rendent le quotidien un peu meilleur près de chez vous, un peu plus de fantaisie aussi et ils font réfléchir. Ce soir, on part aux champignons pour les observer, pour les sentir, les écouter même. On va découvrir tout ça et puis on va plonger dans le grand bassin à la rencontre des sirènes qui donc existent belles et bien. Et on danse tous en rond autour du théâtre de Sassenage. Le théâtre en rond entame sa saison espiègle, tendre, loufoque et toujours magique. Bonsoir Florence Barbara. Bonsoir Lucille. Tout va bien? Tout va très bien, merci. Vous êtes la directrice du Théâtre en rond. On va faire un tour tout en couleur de votre salle qui n'est pas une salle de sport et pourtant on y travaille ses abdos et ses zygomatiques. On va voir bien sûr cette programmation pour cette année. Elle rend nos rêves réalité dans un théâtre aquatique. Francesca Filatondi, bienvenue. Merci. Vous étiez championne de natation synchronisée, vous êtes toujours entraîneuse de l'équipe nationale d'Angleterre d'ailleurs, et vous avez réalisé votre rêve, vous transformer en sirène, avoir votre compagnie de danseuses, le ballet aquatique, avec votre association qui initie donc aussi à la nage sirène, on va en parler. Et lui garde les pieds sur terre, heureusement, dans les sous-bois pour s'imprégner de cette terre nourricière des champignons, gardiens de nos forêts. Richard Gonzalez, bienvenue. Merci. Tout va bien? Pour l'instant, oui. Pourvu que ça dure. Oui, alors justement, il va falloir se vouvoyer. On ne fait pas de cachotterie. Vous êtes un confrère, journaliste, une des plus belles plumes de notre pays. Et vous êtes un passionné, en tant que professionnel de la plume, des oiseaux. Ah, bien vu. Ornithophile, c'est ça? Ornithophile, oui. Exactement. Prescologue. Tout à fait. Mais votre grande passion, c'est les champignons. Vous les aimez au point de les avoir étudiés à l'université, titulaire d'un diplôme universitaire à la faculté de Lille et donc journaliste un peu partout, mais aussi à Champignon Magazine. Notamment. Alors, d'où vient cette passion, cet amour? C'est une passion qui a démarré très, très tôt, dès l'enfance, à l'occasion de balades avec la famille dans les bois autour de Grenoble. On est bien garni en forêt. On a de la chance. Et on a beaucoup de chance, oui. Pour se balader et découvrir de belles choses. Alors, avec de la balade en famille à la passion, justement, vous, c'était pas forcément les manger. Disons que mes parents avaient une prédilection pour les manger et moi, je préférais les regarder, les observer, tous autant qu'ils étaient, avec leurs couleurs aussi magnifiques que celle-là, par exemple, même si elles ne se mangent pas. Hein. On en parlera peut-être après. On va la voir tout à l'heure. Mais les manges, vous les aimez quand même? Ah oui, bien sûr, oui, je mange une vingtaine d'espèces à peu près. D'accord. Mais j'étudie les quelques milliers d'autres. Et alors, on peut aussi les aimer au goût, ne pas les aimer, mais s'intéresser aussi à leur caractère. Connaître les champignons, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. La mycologie est une science dont on est au début vraiment de la connaissance. Ah bon? On a à peine gratté la surface des connaissances en matière de champignons. Il reste énormément d'espèces à découvrir encore dans le monde. Pour l'instant, 30 000 à peu près? À peu près, mais non, 30 000, ça c'est au niveau national. En comptant les levures et les petites espèces microscopiques. Après, au niveau de la planète, on pense qu'on est entre 1,5 et 5 millions d'espèces. On en découvre chaque année de l'ordre de 1500 à 2000 à peu près. Et voilà, quand on en reconnaît 3000, quand on en connaît ou reconnaît 3000... Quand on en connaît 3000 en France, on n'est déjà pas mauvais. On n'est déjà pas mauvais. Alors, qu'est-ce qui vous fascine en fait? C'est quoi? C'est la diversité? C'est les formes? Effectivement, c'est leur la beauté? diversité, c'est leur mode de vie et leur rôle dans la nature. Puisque ces champignons ont trois types de fonctionnement vis-à-vis des arbres et de la nature. Il y a d'abord, et c'est la majorité d'entre elles, les espèces mycorhiziennes qui développent des relations très intimes avec les arbres en échangeant les champignons fournissent des sels minéraux
et de l'eau et des antibiotiques aux arbres, et les arbres leur transmettent à l'inverse, en retour, donc des matières carbonées, des sucres pour leur croissance. Ça, c'est 80% des espèces, pardon. C'est pour ça qu'on les trouve au pied d'un arbre ou sur un arbre. Ou près des arbres. Voilà. Alors, quand elles sont sur les arbres, elles ne sont pas forcément mycorhiziennes, elles sont plutôt parasites ou saprophytes. Saprophyte, c'est quand elles... Je m'excuse pour ce jargon. Non, on est là pour ça, en plus. Saprophyte, c'est lorsqu'elle décompose la matière organique qui est déjà plus ou moins morte. Et quand elles sont parasites, les espèces, c'est pas la majorité des champignons. Celles-ci donc utilisent la faiblesse des arbres pour les tuer progressivement. D'accord. Et participent du coup à la régulation des forêts en éliminant les arbres les plus faibles. Tout à fait. Alors, on va en apprendre davantage sur leur rôle. Ici, on peut les révéler. Les coins à champignons, de toute façon, tout le monde les connaît. C'est quand les gens ont des paniers au bord des routes de montagne. On est aux Séglières, un endroit propice à quoi? Aux cèpes? Aux cèpes, aux trompettes chanterelles, aux pieds de mouton. Girolles. Éventuellement. Mais ce n'est pas une année à girolles. Alors, pourquoi c'est pas une année? C'est pas une année à girolles parce qu'on a eu un été trop sec. Ça, on va voir ça tout à l'heure aussi. Mais alors, on ne les reconnaît pas seulement en les regardant, hein, ces girolles, ces cèpes. On les sent, alors, on les goûte. La girolle, on a vite fait de la connaître, pour peu qu'on ne la confonde pas avec une espèce qui lui ressemble énormément, qui est la fausse girolle, Hyrophoropsis aurantiacus, qui développe des lames parfaites sous le chapeau, alors que la girolle a des lamelles qui ne sont pas des lamelles, qui sont des plis, en fait. Des plis. Donc des éléments beaucoup moins structurés que ça. La confusion est quand même évidente, finalement. On peut difficilement se tromper avec une girolle. Quand on est néophyte, on peut tout confondre. On a vu que, par exemple, des gens qui ne s'y connaissent absolument pas ramassent des amanites phalloïdes en pensant que ce sont des coulmelles, par exemple. Et on a eu des cas d'empoisonnement, y compris mortels, à cause de ça. Pourtant, a priori, une amanite phalloïde, une coulmelle, c'est pas très ressemblant. Mais vous les goûtez et vous les sentez. Alors effectivement, goûter un champignon dans la nature, ça peut être quelque chose d'indispensable pour déterminer une espèce. Notamment chez les russules, à peu près 160 espèces en France. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a des piquantes et il y en a des douces. Celles qui sont douces, elles sont tolérables au palais. On va dire qu'il y en a à peu près une douzaine de comestibles. Et puis toutes les autres qui sont piquantes, donc il faut effectivement les goûter, parce que rien qu'à les voir, on ne les différencie pas forcément. Et si je confonds une amanite phalloïde avec une autre espèce, si je la goûte... Alors effectivement, l'amanite phalloïde, bon. elle a un goût plutôt doux. Ah oui. Et c'est au bout de quelques heures qu'elle va vous foudroyer le foie. Donc ne serait-ce qu'un petit bout. C'est très. Il faut 20 grammes à peu près de champignons pour tuer un homme. C'est quand même petit. Lorsque le champignon est mortel. Alors après des décennies de lecture, de balades, puisque vous vous êtes imprégné de cette science des champignons d'abord par vous-même, puis par l'université donc, est-ce que vous avez redécouvert cet univers? Qu'est-ce que vous avez appris sur le champignon? À l'occasion de cette année universitaire. De ce diplôme universitaire, ce DU? Justement, la diversité et le rôle des champignons dans la nature. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, ils sont en fait les jardiniers de notre environnement. En accélérant la décomposition de la matière organique, en sélectionnant les arbres aussi de nos forêts. Ce sont des êtres vivants à part entière, c'est un règne à part, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des végétaux. Et la connaissance est en cours, quoi. Enfin, on découvre des tas de choses, notamment la mycoremédiation qui consiste à utiliser les champignons pour dépolluer les sols ou pour arranger les sols pour les rendre plus fertiles. Donc la science avance quant à leur rôle, en tout cas, et leur utilité. Mais leur rôle et leur utilité, c'est déjà de protéger la forêt. Est-ce qu'on peut dire que le champignon est un témoin ou un acteur de cette biodiversité? Il est les deux. Il est les deux et on le voit au fil des saisons avec l'évolution du climat. On a des années qui deviennent un peu vides en champignons. Notamment cette année, on n'a pas de girolles, parce qu'on a eu un été extrêmement sec et chaud. Et les conséquences sont plusieurs semaines après, même si les sols ont pu être irrigués. Il peut y avoir un rattrapage, effectivement, et le rattrapage s'est effectué cette année avec le choc thermique qu'on a eu au mois de septembre. Beaucoup de cèpes. Beaucoup de cèpes, mais d'un seul coup. Et la saison est donc beaucoup plus courte. Avant, on avait des saisons qui s'étalaient sur plusieurs mois, et maintenant, les gros pics de pousses
se situe sur 2 semaines, 3 semaines maximum. Donc c'est un signal d'alerte sur l'évolution du climat. En tout cas, le champignon peut avoir ce rôle-là. En quelque sorte. Et comment il protège les forêts alors? Comment il protège les forêts, le champignon? Le champignon, je l'ai dit tout à l'heure, quand il est mycorhizique, c'est-à-dire lorsqu'il entretient une relation bien particulière avec l'arbre, il lui transmet des antibiotiques. Alors là, il y en a par exemple Oui, tout comme à fait. ceci. L'amanite tumouche, Elle est jolie celle-ci. Hein. c'est notre Ouais. fétiche. Un. Ça, c'est le lactaire détestable que beaucoup confondent avec le sanguin, D'accord. Lactarius deterimus. Lui aussi, il est mycorhizique, c'est-à-dire qu'il entretient, il est mycorhizique de l'épicéa. Donc le conifère le plus fréquent dans nos montagnes de Beldon. Qu'est-ce qu'on a encore? Le pied de mouton. Lui, il se mange. Ah oui, lui, il est comestible. Oui, oui. Donc ça, ce sont des protecteurs de la forêt. Ce sont des protecteurs de la forêt, ce sont des gardiens de la forêt, au même titre que n'importe quelle espèce animale ou végétale. L'amanite tumouche, là, vous la prenez avec vos doigts, il n'y a pas de problème. Elle a mauvaise réputation, cette amanite. Et notamment dans les contes. Et pourtant, c'est pas la plus mortelle. C'est pas la plus mortelle. Elle est même utilisée lors des cérémonies chamaniques dans les peuplades sibériennes. Parce qu'elle est hallucinogène. Ouais. Ouais. Donc elle n'est pas mortelle, elle est toxique. Elle est toxique, elle va vous causer de graves désordres gastriques et intestinaux, mais elle n'est pas mortelle. Alors, est-ce que comme moi, par exemple, qui peut confondre aussi, qui est peut-être lu un petit peu trop de contes de fées, comme vous, sans doute aussi, Francesca, les fées et les sirènes, mais est-ce que les gastronomes partent encore sans savoir? Est-ce qu'il y a trop d'ignorance encore dans nos forêts? Bien sûr, et on le voit, on le constate à travers les statistiques d'empoisonnement. L'an passé, on a eu les 136 poisons français ont dénombré plus de 1000 intoxications. C'est dues aux constant champignons. Et c'est en augmentation. C'est en augmentation. Il y a l'effet réseaux sociaux, L'effet appli? qui est... Alors, surtout, n'utilisez aucune application pour identifier les champignons. On peut les sentir, comme là, vous m'avez fait sentir cette... C'est le meilleur moyen de se tromper. Il y a des champignons qui sentent, effectivement, on peut sentir. Il y a des champignons qui sentent le radis, des champignons qui sentent le hareng. Il y a une kyrielle d'odeurs absolument incroyable. Il y a même un champignon qui sent la sueur des pieds. D'accord, ok. Pour y être né, du coup, aussi. Mais éventuellement, pourquoi pas dans une autre vie. Est-ce qu'il existe une cueillette raisonnée, alors, au même titre qu'il existe une pêche ou une agriculture raisonnée? Effectivement, la réglementation limite à 5 litres par jour et par personne. Ce qui correspond à peu près, selon la densité de la chair du champignon, à 3,5 kg de champignons par jour et par personne. Ça fait déjà beaucoup. C'est un beau spécialiste. Il y en a quand même. qui grappillent allègrement, qui vont très très loin dans le ratissage, malheureusement. C'est toujours l'effet réseaux sociaux, c'est celui qui a la plus grosse cueillette. Bien sûr. Oui, alors là, on va en voir d'ailleurs un tout à l'heure à ce propos-là. Pardon, mais alors celui qui a la plus longue, en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez là dans votre panier, on l'a vu sur ces images. Le voici. C'est Alors malheureusement, incroyable. il a Une séché racine. depuis hier. Ah ouais, la racine va très très loin. Hymenopellis radicata. Il y a un champignon assez commun, mais dont on ne voit que ça, en fait. Il faut le tirer très doucement pour avoir toute la partie souterraine. Il ne se mange pas? Non. C'est dans le sens de la sensibilisation à la protection des milieux en général que vous publiez dans Champignon Magazine? Champignonmagazine.com, effectivement, laisse la parole à des scientifiques et des mycologues professionnels qui s'intéressent justement à la partie protection de l'environnement. Tout récemment, on a interviewé Hubert Voiry, qui est un ancien ingénieur de l'ONF, qui explique comment et pourquoi il faut protéger les champignons. Une grande tribune sur le rôle de sensibilisation du champignon. Absolument. Donc c'est un bon réflexe finalement d'aller vous consulter. Il y a absolument tout sur tout. Voilà, les règles à connaître, par exemple, ne pas partir sans savoir. Avec des règles, il y a des règles, bien sûr, on peut se renseigner. On peut aussi découvrir les espèces les plus insolites, les plus remarquables. Donc on a dit au niveau des règles, donc, ne pas partir seul, savoir où l'on va, parce que parfois les terrains sont privés et on n'a pas forcément le droit de ramasser ce qui pousse. Ça appartient aux propriétaires. Donc, de préférence, pour s'éviter tout conflit, fréquenter plutôt les forêts domaniales et communales. Et puis, au moindre doute, rejeter le champignon. Ne pas le ramener, sauf si c'est pour le montrer à un pharmacien. Ou mieux encore,
le lundi soir à partir de 19h30 à la Société mycologique du Dauphiné, 24 quai de France, où des mycologues pourront déterminer votre cueillette. Regardez comme on est synchro. Ils sont là, les mycologues, ils exposaient aussi. Ça, c'était une journée de sensibilisation à la ville de Grenoble. En cas de doute ou en cas de passion aussi, on peut aller les voir, on peut aller se renseigner, on peut apprendre à connaître les champignons auprès d'eux, on peut les rejoindre. Et puis, ils sont toujours là aussi pour nous donner des bons conseils. Les pharmaciens, toujours aussi. Hein, les pharmaciens, mais pas tant que ça. Pas autant. Et ils ont pas autre chose à faire. Ouais, Oui. La culture mycologique, c'est un petit peu diluée chez les pharmaciens, malheureusement. Donc des associations comme celle-ci, la Société mycologique du Dauphiné, exactement. Alors il faut savoir aussi que certains champignons n'attendent pas pour être consommés, hein, comme par exemple le coprin chevelu, ah oui. C'est dans la journée. On le cueille le matin, il est tout frais, tout blanc, et le soir, il est tout noir, tout déliquescent. Donc effectivement, il faut aller très vite pour le consommer. En règle générale, les champignons, on les consomme dans les 2 ou 3 jours qui suivent la cueillette, à moins de les faire sécher ou congeler. Et votre péché mignon ? La morille. C'est pas la saison, là. Ah ben non, va falloir attendre la mi-mars. La mi-mars, plutôt. La truffe ? Parce que c'est celui qu'on ne voit pas. Je vais peu la chercher et en fait, ça m'intéresse pas trop. D'aller ramasser sous la terre, au petit bonheur la chance, ou alors avec un chien ou un cochon. Ou un cochon truffier. Mais il faudrait que j'en élève un, que j'ai le temps de le faire. On parlait de ces champignons insolites. Hein, alors le pompon, c'est d'en trouver un. Ça, c'est une chance. Vous en avez trouvé un joli en 2020, c'est ça ? Lui, alors, comment il s'appelle ? Ah, le fameux phallus. Le phallus impudique. Phallus impudicus. Oui. C'est ça. Il porte bien son nom ou il a une forme plutôt suggestive. On dirait quand même une morille un peu sale. Une morille couverte d'une gélatine qu'on appelle gléba et qui contient en fait les spores. Cette gléba est particulièrement nauséabonde. Elle va attirer les mouches qui, en se déposant sur le champignon, vont récupérer les spores du spécimen et les transporter ailleurs pour disséminer l'espèce. D'accord. Celui-là, je le trouve mignon. Alors, on est en plein octobre rose. Hein. On dirait un peu un... Non, petit étang de Vénus aussi, quand même. C'est une mycène pure et c'est un champignon hallucinogène. D'accord. Alors ça, non, par contre, et c'est pas un champignon. C'est pas un champignon, c'est un myxomycète. Oui. Un myxomycète, c'est une catégorie à part. La structure cellulaire des myxomycètes est différente de celle des champignons, mais ils sont généralement étudiés en même temps que les champignons. Très bien. On a tellement à savoir. On ne va pas apprendre tout sur les champignons avec vous en un quart d'heure. Ni même en 10 ans. Au moins, vraiment, vous l'avez compris, c'est un témoin, c'est un acteur. Le champignon, c'est vraiment une espèce à part. C'est un règne à part et qui a toute son importance, tout son rôle. Une liste des espèces en voie de disparition est sur le point d'être éditée, probablement l'année prochaine au niveau national. On espère que les décideurs s'en saisiront au même titre que les plantes à protéger et les animaux. Vous lisiez Spirou quand vous étiez petit ? Non. Avec le comte de Champignac, Paco Mégessi, Padélard, Stanislas, comte de Champignac, qui a élaboré tout un tas de trouvailles à partir des champignons et qui était un passionné de... D'accord. Tintin aussi. Tintin, et pour l'étoile mystérieuse, avec ces fameux champignons qui grandissent. Ça c'est le rêve, hein. Oui. Le rêve d'en trouver un comme ça. Un rêve aussi. Pour bien des filles et des petites filles notamment. On va découvrir tout de suite une autre espèce rare et insolite, les sirènes. Car elles existent, les sirènes. N'est-ce pas, Francesca ? Bah oui, on fait les sirènes, nous. On a une école des sirènes. Grâce à vous, qui avez créé la nage sirène en Isère. Alors, autour d'une compagnie, une troupe que vous avez nommée Undine, c'est ça ? C'est une compagnie, ça s'appelle Undine. Undine. Et c'est une compagnie des nageuses artistiques, parce que maintenant, la natation synchronisée, on l'appelle la natation artistique. Et du coup, c'est des nageuses à la base qui se sont quand même évoluées sur des autres disciplines, comme quoi la nage aux sirènes. Nous, on l'utilise surtout pour faire des spectacles et pour faire rêver les petites. Alors, tout d'abord, vous étiez donc championne de natation synchronisée. Pour ceux qui... dans natation artistique, maintenant, ça s'appelle, oui. C'est ça. Donc là, on a des images de l'équipe de France. Vous étiez en équipe d'Italie, c'est ça ? Oui. Et vous entraînez aujourd'hui encore l'équipe nationale d'Angleterre. Une fois tous les 2 mois, vous partez en Angleterre. Donc c'est un honneur, vraiment, que vous faites ici de nous visiter. C'est quand même très codé, très sportif, un peu militaire aussi. Vraiment, on est au centimètre, au millimètre près. Oui.
Oui, oui, là, en fait, ça fait partie vraiment des codes de la natation synchronisée, le fait d'être synchro, d'être très rapide et la grandeur, l'auteur de la nageuse hors de l'eau, donc l'élévation des jambes et des bras hors de l'eau. Ça fait partie vraiment de toute une histoire qui est ancrée dans la synchro, donc c'est des valeurs que quand même, il faut maintenir, même si on cherche des schémas différents, comme j'ai fait avec cette compagnie que j'ai créée, où on cherche pas toute cette rigidité, mais on va chercher le côté émotionnel, le côté expressif, c'est un peu ce que la danse contemporaine a fait. Donc, comme la danse classique, elle est quand même évoluée sur des autres schémas comme la danse contemporaine, nous, on a cherché, avec cette compagnie, de faire la même chose pour sortir l'expressivité, la créativité de la nageuse, donc la narrative de la personne, en fait, et de l'individu. Voilà, et c'est ça que vous faites. Alors, vous êtes particulièrement sensible à cette dimension artistique, à la danse. Alors, Muriel Hermine l'avait popularisé, démocratisé, ce ballet aquatique. Aujourd'hui, plus tellement ? Ça existe des compagnies qui font des ballets aquatiques, mais c'est vrai que maintenant la compétition de la natation synchronisée artistique, elle est tellement, il y a tellement de différents domaines qu'on doit préparer, l'acrobatie, la souplesse, la technique, quand même la force et tout le souffle, qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Donc créer quelque chose pour permettre à les nageuses qui veulent quand même évoluer cette partie interprétative, mais aussi les nageuses qui arrêtent, parce que là, on arrête très jeune maintenant, parce que c'est comme tous les sports où on doit mettre la vitesse comme ça s'arrête tôt. Et du coup, nous, on donne la possibilité de continuer avec toute une évolution sur les spectacles, sur spectacles dans les lacs, avec des sensations complètement différentes de ce qu'on peut trouver dans une piscine aussi. À la piscine, vous vous entraînez à crawl exclusivement ? On utilise la piscine des crawls, on va à la piscine des crawls, on va à la piscine des Meylan, on a à la piscine de la Tronche cette année aussi. Et alors, cette troupe, donc, c'est professionnel parce qu'en fait, vous vous entraînez comme des pros 4 fois par semaine ? Oui, on s'entraîne 4 fois par semaine et on fait beaucoup aussi des parties à sec. Comme on a développé le théâtre aquatique, on travaille le théâtre, on travaille la danse, donc c'est quand même du travail aussi à sec. Là, comme on peut voir dans les images, on fait pas mal du travail pour rechercher cette créativité. Et en fait, on le fait souvent à sec, avec tous des exercices, des expériences que j'ai fait passer aux nageuses, de retrouver leur narrative, leur propre interprétation des thématiques, que ça peut être des thématiques actuelles aussi. Et ce sont toutes des nageuses synchronisées ou certaines vous ont rejoint et ont appris avec vous ? C'est des nageuses synchro, toutes. Mais c'est vrai que là, on l'a ouvert aussi à des étudiants, par exemple à l'université. Là, il y a des étudiants qui débutent dans la synchro. Et du coup, on va leur apprendre les bases de la synchro, mais pour faire aussi le théâtre aquatique. Dans les images, là, ça fait partie du théâtre aquatique. On a besoin de beaucoup de souffle, on a besoin quand même du gainage, des bases de la synchro pour vriller, comme on voit dans les images. Mais c'est quand même plus abordable que faire de la natation synchronisée à la surface, tout pareil, avec des formations très serrées. Donc ça, c'est plus abordable et c'est très fluide, c'est joli. C'est très fluide. Bon, c'est quand même aussi très sportif Oui. et un sport qui comporte aussi des risques. On l'a vu il y a quelques mois avec cette nageuse qui a été sauvée par son entraîneuse. Oui. En fait, une nageuse a fait une syncope tout simplement. Oui. Et elle a été repêchée par Andrea Fuentes. C'est ça que vous connaissez d'ailleurs ? Oui. Oui, on a fait les mêmes championnats quand on était jeunes tous les deux, donc on a fréquenté les mêmes piscines et les mêmes endroits, donc on s'y connaît. Et c'est vrai que ça, c'était un événement exceptionnel parce qu'on l'a vu pour la première fois à la télé, mais c'est des choses qui sont récurrentes à la synchro. En fait, nous, on maintient le souffle tellement, et surtout en compétition, on se pousse jusqu'à les limites. Et jusqu'à qu'on doit terminer le ballet, et comme ça se passait, la nageuse, elle ne pouvait plus. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent, mais c'est vrai que c'est la première fois, et du coup, ça fait vraiment le tour du monde, cette histoire. Et c'est important, que quand même, elle a donné visibilité à notre sport, que ce n'est pas un sport comme on voit. Des fois, on nous appelle des Barbies qui sourient tout le temps. Ce n'est pas considéré comme un sport, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. On a vraiment beaucoup de choses à travailler. Et là, avec cette expérience, on a vu quand même la difficulté et la partie critique de notre sport, en fait. Donc, c'était bien. C'est pour ça que vous vous rapprochez du rêve et du rêve des petites filles. Et notamment, un dimanche par mois, on peut découvrir ça. C'est ça. Les sirènes. Ce sont les sirènes. Les voilà. Donc là, on est à la piscine de crawl. C'est le fantasme. C'était votre fantasme aussi quand vous étiez petite, d'avoir une queue de sirène ? Pas vraiment. Non, pas vraiment.
Même si j'aime bien, quand je suis à la mer, aller vraiment chercher sous l'eau et nager comme une sirène, mais j'ai jamais pensé d'avoir une queue. Là, c'était toute une expérience nouvelle aussi pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment et qui se sentent à l'aise. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, par exemple, sur des autres sports. Et quand il met la queue de sirène, ça lui redonne vraiment... C'est comme une thérapie, je trouve. Ah oui, mais alors c'est quand même sportif aussi, c'est très parce sportif. qu'on n'a pas les pieds. Hein. Il faut pieds. agiter, on a les pieds liés. Et, On a l'apnée, on a les abdos. Parce que quand même, avec les pieds liés, on travaille beaucoup les ondulations. Donc, tout le travail du dos et les abdos. Donc, si, c'est un sport, en fait. Et on fait des séances ponctuelles. Il y a des gens qui viennent tous les mois pour progresser sur des exercices. Donc, d'accord. Tout type de personnes qui peut... des petites jusqu'aux grands. D'accord. Et donc, on met le monopalme et on peut apprendre avec vous, se perfectionner un petit peu avec vous. C'est bon pour les cuisseaux aussi. C'est très bon pour les cuisses. Ouais, et pour les abdos. Mais vous créez aussi vos costumes. Là, vous avez apporté des costumes, donc ce sont des costumes de ballet. J'ai amené des costumes de ballet. J'ai amené aussi un costume qu'en fait, j'ai dessiné. Et c'est de notre compagnie. Donc, c'est le costume de la compagnie. Donc, c'est marqué Yundin. Mais c'est vrai que dans la natation synchro, artistique. Les paillettes. C'est les paillettes. Bah, bien sûr. Qui aiment bien. Mais les poissons ont des paillettes aussi, donc c'est forcément. Vrai. Bah oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc des pièces uniques que vous créez. Normalement, en fait, on fait le dessin. Normalement, chaque nageuse, ou quand même l'entraîneur, elle fait le dessin. Et après, c'est des couturiers qui nous feront les maillots, ou des fois, on les fait. Moi, j'ai fait des maillots aussi. D'accord. Et après, on applique les paillettes. C'est artistique jusqu'au bout. Alors, par contre, la queue de sirène, elle n'est pas là parce que, dis donc, c'est pas simple. Hein. Alors, non seulement c'est pas simple de nager, mais c'est pas simple de s'habiller. C'est un peu long, hein, j'imagine. Donc, alors, il faut d'abord enfiler le haut de la queue, puis le monopalme, puis le bas de la queue. Il faut être patient, mais c'est un petit rituel. Oui, c'est un petit rituel que les nageuses aiment bien. C'est préparer, et aussi faire toute la partie hors de l'eau, parce que la sirène, elle commence hors de l'eau avec des mouvements, et après, elle plonge. Là, on a une sirène pro vraiment qui nous aide, on la voit dans les images, et elle est toujours avec nous dans les spectacles. Et les filles et les personnes qui viennent faire cette séance par mois, elles adorent la voir vraiment s'exprimer avec ses gestes qui sont très fluides, très sensuels. Et après, hop, on plonge et on va découvrir tout le terrain sous-marin, toute la partie sous-marin. Et l'autre bout du rêve, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir exprimer cet art dans une salle, dans un théâtre, ailleurs que dans une piscine, avec un public déjà acquis. Ce serait l'idéal, ce serait d'avoir un aquarium, une sorte d'aquarium, et de pouvoir mettre nos spectacles, des synchros, mais aussi avec les sirènes. Pour voir en bas sous l'eau. Et en haut. Et oui, parce que ça se regarde dessus, mais dessous, c'est quand même Là, on mieux. peut le voir qui sera en caméra, donc avec le regard. C'est un rêve ou ça peut se faire? Si, c'est un rêve. Ça peut se faire. Ça peut le faire, oui. Il y a des compagnies en Angleterre, notamment, qui ont fait ça. On fait un spectacle sur un aquarium, et c'est la compagnie d'Aquabatics, donc je me suis inspirée aussi. Et ils l'ont fait, pas la France, c'était l'Angleterre, incroyable talent. Ils avaient présenté ce spectacle sur un aquarium. Et c'était très joli, c'était vraiment magique de voir les nageuses comme ça. Mais c'était magique déjà, Esther Williams, vous vous rappelez, dans les années 50, en pleine époque des comédies musicales, qui excellait, qui vendait du rêve. J'espère que ça sera possible. C'est pas très tendance, ou alors l'eau sera très froide. Oui. Voilà, en espérant que ça passe. Merci Francesca pour ce petit bout de rêve. En tout cas, c'est formidable ce que vous avez pu faire. Et après, le théâtre aquatique, le théâtre tout court, mais tout en rond. Déjà, c'est un bon début. Il est tout rond, donc est-ce qu'on peut le remplir d'eau pour accueillir Francesca et la compagnie Ondine? On va peut-être le suggérer. Hein? Allez. Ouais, ce serait pas mal. Ouais. En tout cas, on a la forme. On n'a pas le fond, mais on a la forme. Ah, c'est déjà un bon début. Voilà, une partie sur deux, le théâtre en rond, qui vous fait plier en quatre. Et Florence Barbara se plie en quatre avec toutes ses équipes pour colorer vos soirées. Vous êtes toujours de bonne humeur? Toujours. J'ai toujours le sourire. Je vous ai jamais vu sans le sourire. Ah bah oui, c'est ma marque de fabrique à moi. Tant mieux, c'est communicatif. Merci. Le théâtre en rond, donc c'est un établissement, on a l'impression qu'il est encore tout récent, parce que Télé Grenoble existait déjà et l'a vue s'envoler en fumée. Alors, la fumée, c'est loin, parce que c'est 2004 et on a réouvert en 2008. Oui, donc c'est déjà un petit peu ancien, avec une ligne artistique très marquée sur l'humour
mais sous toutes ses formes. Voilà, ce théâtre ressuscité donc en 2008, qui est effectivement tout rond, qui est très beau. Et vous avez vraiment fait du rire, hein, votre marque de fabrique. Le théâtre en rond, c'est drôle, c'est la vie en couleur, comme disait l'autre, c'est espiègle, c'est de la fantaisie pour tous les âges. Tous les âges, tous les genres, et sous la bannière humour, on peut mettre beaucoup de choses, de la comédie, du cirque, de l'humour musical, de la chanson, du théâtre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer sous cette égide humour. Historiquement d'ailleurs, Oui, ça a toujours été sa marque de fabrique. depuis 2008. Dans les années avant, je pense qu'on a un petit peu cherché notre place et qu'on avait plutôt une programmation pluridisciplinaire. Là, elle reste pluridisciplinaire, mais avec cette couleur humoristique. Ça vous tient vraiment à cœur aujourd'hui, il faut rire. C'est la commande des élus. On se rend compte qu'effectivement, ça nous correspond bien. Et puis, depuis ce qu'on a vécu avec cette pandémie, je crois que tout le monde a très envie et surtout besoin de lâcher un petit peu ces sombres pensées et venir se détendre. Et comment on prépare une saison ? Parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui font rire, qui vendent du rire. Je vais beaucoup voir de spectacles. Je fais partie d'un réseau de festivals humour et de programmateurs dans le genre. C'est très compliqué parce qu'effectivement, le rire maintenant, il y a énormément de personnes qui s'essayent derrière son micro, sous sa douche. Donc il faut aller tester. Avec plus ou moins de succès, on a pu le voir, et notamment sur le service public, c'est pas forcément. Oui. Et puis, tout le monde croit que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Ça demande quand même une écriture. Alors après, on ne rit pas tous des mêmes choses, mais nous, ce qu'on essaye, c'est de toucher tout le monde, du plus petit au plus âgé, avec des propositions artistiques diverses. On peut rire de tout ? Moi, je crois qu'on peut rire de tout. Mais pas n'importe comment. Mais pas avec n'importe qui non plus. Ça, avec n'importe qui et n'importe comment. Avec n'importe qui, exactement. Vous êtes bon public ? Vous riez facilement ou... Oui, alors je me suis un petit peu déformée avec les années, c'est-à-dire que j'en vois tellement que je suis, je pense, un peu plus exigeante que la moyenne du public. Bon, alors si vous êtes exigeante, c'est que la programmation va être aussi de qualité pour cette saison 2022-2023. Elle a déjà commencé, déjà depuis le mois de septembre, un mois d'octobre bien chargé aussi, avec toujours beaucoup de surprises cette année. Toujours, et encore plus, je dirais. C'est important aussi de se renouveler, de ne pas stagner, d'élargir notre horizon. Donc oui, il y a des surprises encore cette année. Alors, elles vont des comédies autour des spectacles autour du quotidien, la vie au quotidien. Vous avez un coup de cœur pour Titanic, c'est ça ? J'ai un coup de cœur pour Titanic, effectivement, qui aura lieu au mois de janvier, parce que c'est un spectacle très complet. Alors évidemment, on connaît tous l'histoire de Titanic, et ce ne sera pas une nouveauté. C'est dans la manière dont ça a été traité. Comédie musicale, chant, danse. Et dès l'entrée, même avant de rentrer en salle, on sera accueillis pour monter dans le navire. Mais on ne va pas sombrer. D'accord. Bon, là, on voit la migration des tortues. Donc, il y a des seuls en scène, il y a des spectacles un petit peu plus visuels, beaucoup de danse, on s'agite, de la musique aussi, le Big Ukulele Syndicate. Oui, alors ça, c'est un coup de cœur aussi. Oui, et puis ça tombe très bien qu'il soit là au 31 décembre, puisque nous avons le plaisir d'accueillir des spectateurs depuis quelques années sur le 31 décembre, qui affichent complet, et on se renouvelle chaque année en ne proposant pas le même type de spectacle. Et cette année, on a eu vraiment un coup de cœur avec The Party, et c'est vraiment adapté à un 31 décembre. On pourra peut-être pas danser sur la scène, mais dans nos fauteuils. Qu'est-ce qu'on fait ? On touche du bois encore avec cette crise sanitaire ? On essaie de la laisser loin derrière nous parce que ça a été très douloureux. On reste vigilant, mais on aimerait bien pouvoir continuer et être ouvert pour nos spectateurs et pour nos artistes qui en ont bien besoin aussi. Et donc, tant qu'on peut rire, il faut aller vous voir. C'est surtout ça. C'est accessible à toutes les bourses ? Oui, c'est accessible à toutes les bourses. On n'a pas changé de tarif depuis 2008. C'est une volonté municipale. Depuis la réouverture, on n'a pas modifié les tarifs. On a même instauré un tarif enfant moins de 12 ans, 12 €, ce qui reste quand même accessible. Et puis le système de l'abonnement est très intéressant. Plus on prend de spectacles et moins on les paye. Ça sera bientôt moins cher qu'un litre d'essence. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller vous voir. Exactement. C'est toujours bon à savoir. C'est difficile de faire rire. Oui. Est-ce que ça l'est davantage par les temps qui courent ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit plus difficile de faire rire. Je pense que, comme on en a beaucoup besoin, et on laisse faire ça aux spécialistes, je crois que c'est presque d'utilité publique.
Alors, parce qu'il n'y en avait que quelques-uns, Fernand Reynaud, lorsque la télévision a débarqué dans les foyers, Ah bah, là, ils sont... Francis Blanche... Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, fabuleuse, ouais. Et puis plus tard, Sylvie Joly, s'il faut garder des défis. Voilà, Oui. il n'y en avait quand même pas beaucoup. Aujourd'hui, avec l'explosion des chaînes, des réseaux, il y a du rire partout. Oui, il y a du rire partout, mais tout rire n'est pas bon à sourire. Qu'est-ce qui vous fait rire, Richard, par exemple? Pardon. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire comme type de comme spectacle? Un one-man show, un seul en scène peut encore vous faire rire? Tout me plaît, je suis très bon public, Ah. de façon générale. D'accord, très bien. Et vous, Francesca, pareil? Vous avez le rire facile? Oui, oui, oui. Donc j'ai gagné 2 nouveaux spectateurs ce soir. Ouais, parce que la troisième, vous l'aviez déjà. Oui, Surtout exactement. qu'au printemps, je ne sais plus si c'est au printemps exactement. Alors, en début, en plein cœur de l'hiver, avec Télégrenoble d'ailleurs, il y avait le festival Au Rire, etc. d'ailleurs, qui faisait bien bosser les zygomatiques aussi. Vous gardez le principe aussi d'une sorte de festival du rire? Alors après la pandémie, où on a beaucoup pleuré, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on essaye de s'en sortir. Et avec 3 autres salles de l'agglo, si je peux les citer, L'Oriel de Vars, la Basse-Cour à Grenoble et Giers, la salle du Lossy à Giers, on a essayé, on va essayer un premier galop d'essai au mois de mars pendant 10 jours. Ça s'appellera les 10 jours du rire. C'est pas encore très fun comme nom, mais bon voilà, on va le travailler. On va essayer de faire circuler les publics dans des salles différentes, de tailles différentes et avec des artistes complètement différents. Et puis si la sauce prend, ben, on grandira l'année d'après. Ah bah super. Eh bien, merci beaucoup pour cette Merci à vous. présentation. Le petit fascicule, on peut le montrer. Il est accessible au Théâtre en Rond, à Sassenage aussi, je En l'imagine, ligne. bien sûr, en ligne, avec les spectacles, avec toute la programmation, avec un petit teaser pour chacun Oui. de ces spectacles. Et c'est tout le bonheur, on vous souhaite non plus de pleurer, mais de pleurer de rire, comme on Merci dit. beaucoup. Eh bien, merci à vous, Florence, merci, Richard, belle cueillette, et puis régalez-vous aussi, hein, Merci. on l'espère. Et Francesca, à très vite dans les bassins. Merci. Et vous, merci de votre fidélité. À très vite. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.